L'échiquier international, soyez les bienvenus. La mer Méditerranéenne, espace de convoitise, théâtre des rivalités, arène marine de confrontation, et ce depuis au moins 4 siècles. Combien sont-ils à avoir combattu sur cette houle renfermant tellement de secrets, de mystères? Combien sont-ils à s'être perdus sur terre pour mieux se retrouver sur ce tapis bleu bercé par tous les Algérois? Combien sont-ils à avoir tenté de percer le langage du vent et le murmure des ressacs azurés? Question en suspens, naturellement, car la mer Méditerranéenne renferme une histoire infinie, toujours en cours d'ailleurs. Pourtant une figure parmi tant d'autres, une figure de légende, ayant écrit une des pages les plus fascinantes de l'histoire d'Alger et son lien avec la Méditerranée, va susciter aujourd'hui pour nous un vif intérêt. Raïs Hamidou, et ce à travers un roman. Raïs Hamidou, chevalier des mers, on en parle tout de suite, et qui était donc ce corsaire de légende. À quoi ressemblait son époque, sa vie, et sur quoi reposait la régence d'Alger finalement, qu'on ne connaît pas très bien, on en parle et c'est tout de suite. Mais qui êtes-vous donc, Raïs Hamidou? On va tenter un peu d'y répondre avec ce livre, je le disais, Raïs Hamidou, Chevalier des mers, écrit par Selma Chergui, qu'on a le plaisir de recevoir. Bonsoir Selma Chergui. Bonsoir, Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. merci. Alors Selma Chergui, première question qu'on a dû vous poser à plusieurs reprises. Pourquoi vous êtes intéressé à cette figure qu'on connaît à la fois un peu mystérieuse qu'est Raïs Hamidou? Alors, dans mon cas, moi, je suis partie vivre à l'étranger très tôt et j'ai eu cette question de me dire qui suis-je vraiment, quel est mon pays, quelle est l'histoire de mon pays et surtout s'intéresser à notre patrimoine avant la colonisation. Donc, en faisant mes recherches, on se rend compte très vite que notre histoire est très riche. Et la figure de Raïs Hamidou est donc intéressante parce que il faut dire quand même que les forces coloniales ont utilisé cette période-là de notre histoire pour nous qualifier de pirates, pour avoir certaines idées reçues qui étaient fausses. Et justement, le personnage de Raïs Hamidou, Allah yarhamou, qui est donc un héros et un martyr, a très vite challenge un peu toutes ces idées-là, de par son parcours, de par ses accomplissements. Et surtout, il représente très bien l'Algérien et les Algériennes aussi, et les valeurs qu'on a. Mais vous en avez fait un roman, c'est-à-dire que vous avez imaginé aussi, bien sûr il y a l'aspect historique, mais aussi vous avez imaginé certains pans de sa vie hein, qui sont aussi très intéressants. Vous avez écrit le livre tout d'abord en anglais, puis vous l'avez traduit, mais en fait vous convoquez aussi non seulement Raïs Hamidou, mais également toute une époque de la régence d'Alger. Effectivement, en fait, le format roman déjà, c'est parce que je trouve que c'est une manière plus simplifiée, mais plus facile de sensibiliser les lecteurs à l'histoire de l'Algérie et de la rendre un peu plus facile à lire et à comprendre. D'ailleurs, justement, je ne suis pas historienne, mais je me suis faite apprentie journaliste pour sensibiliser un peu les gens et attirer leur attention sur ce point. Parce que c'est vrai qu'on se rend compte que malheureusement notre histoire est un peu délaissée. Il y a beaucoup d'initiatives de la part de notre jeunesse, d'organismes et nos historiens pour qu'on se renseigne un peu plus sur cette partie de notre histoire. Et en fait, le roman, ce que j'ai voulu faire, c'est d'aborder non seulement sa vie, mais aussi représenter Alger, l'Algérie, notre système à l'époque. On va en parler. Oui, et en général, rendre l'information plus accessible. Alors, ce n'est pas un roman historique, mais tout de même, c'est un roman avec des reflets d'histoire. Alors, Raïs Hamidou vient au monde en 1770-1771 vers la basse Casbah. Exactement, on dirait il viendrait au monde à Zanqat Pacha, c'est derrière la mosquée Ketchaoua, c'est ça, c'est à peu près la basse Casbah. Donc, il passe son enfance entre la Zaouïa et l'échoppe de son père, l'échoppe de tailleur que tient son père, Ali Hamidou, mais ce monde est trop étroit pour lui. Il se met à rêver de houle, de vagues, de prendre la mer, et surtout il est fasciné
par les figures des corsaires. Et puis un jour, quand il est dans la boutique de son père, il voit venir deux figures, Suleiman et Chebli. Et là, c'est là où débute votre roman, puisque pour lui, c'est un grand déclic. Il est fasciné par ces héros, finalement. Effectivement, et c'est ça qui est marquant chez Hamidou, parce que même en vrai, il s'est engagé à l'âge de 10 ans, ce qui est extrêmement jeune. Et on parle de son côté téméraire, on parle de sa personnalité, et surtout on parle de ses prouesses aussi jeunes. Et on se dit, il faut quand même du courage pour un enfant de vouloir s'engager, parce que c'est pas une vie facile. Il est précoce aussi. Il est précoce. Éveillé. Effectivement, il est éveillé. Et il a un peu cette idée du héros. C'est une thématique qu'on parle beaucoup dans le roman, l'idée du héros, l'idée d'être au service de son pays. Et justement, ce qui est bien, c'est que Chelebi et Rais Suleiman, les deux Cédérias, ils représentent deux aspects différents de la vie de nos corsaires à l'époque. Donc, Rais Suleiman est une figure qui a réellement existé, mais qui a vécu au XVIe siècle. C'est pour ça que je vous ai parlé de changer certains éléments. Et donc, du coup, c'est un Rais hollandais. Donc on parle aussi quand même de renégats, d'étrangers qui sont venus s'établir dans la Régence et se battre un peu pour les pays. Ils sont convertis à l'islam. Ils sont convertis à l'islam, exactement. Et puis Rais Chelebi, dans le roman, je dis que c'est un Biskri. Effectivement, on a eu des rias de Biskra, de Gerdaya, donc de différentes régions en Algérie, donc c'est important. C'est une question de représentation. Alors Rais Suleiman, d'un côté, il vit un peu mal son passage, parce que bien qu'il ait assumé son choix et qu'il est heureux d'être en Algérie, il a été exilé. Et en fait, dans le roman, on dit qu'il est complètement isolé et qu'il ne peut pas voir sa famille, en tout cas. Alors que Rais Chelebi, c'était vraiment ce qu'il voulait faire. Et il aime, c'est une passion qu'il a pour la mer, et c'est une passion qui va... Enfin, Hamidou l'avait déjà, mais qui va encore plus transmettre au personnage. Alors, Chelebi, c'est un peu le mentor de Rais Hamidou, enfin, qui n'est pas encore Rais Hamidou, mais qui le deviendra, qui le prend sous son aile et qui le met à rude épreuve. En fait, il l'initie à l'art de la navigation. Exactement. Que vous racontez très bien dans votre livre, puisque vous parlez vraiment d'un art, c'est une initiation, c'est-à-dire ce n'est pas donné à tout le monde, il faut passer par beaucoup d'épreuves, que ce soit des épreuves internes ou externes, enfin c'est tout un sacerdoce, c'est toute une école. Exactement, c'est vrai qu'on s'intéresse beaucoup à la vie des corsaires du côté combat, que c'est des soldats, mais on oublie que naviguer en mer, c'est une véritable science. Une responsabilité, un devoir. Donc pouvoir s'orienter, mais aussi il faut quand même dire, dans un bateau, chacun a une fonction bien précise. On parle de charpentier sur le bateau, on parle, le terme technique c'est damenji, donc celui qui se charge d'orienter le bateau. On a des personnes qui sont, on appelle ça le nid, donc qui sont toujours sur le qui-vive en train d'observer ce qui se passe. Donc il y a des rôles bien précis et il faut quand même rappeler que c'est une fonction militaire. Donc c'est une vie qui est très riche de par les éléments qu'ils vont vivre, mais aussi la mer est pas facile. Dissipée et elle va demander beaucoup de nos corsaires. Alors justement, on parle de corsaires qu'on confond trop souvent avec les pirates. C'est l'occasion peut-être de faire le distinguo. Expliquez-nous le distinguo pour nos téléspectateurs. Alors, ce qui est important à savoir, c'est qu'un pirate, il travaille son propre compte, il ne respecte aucune loi. Forme de mercenaire. Le corsaire, c'est un mercenaire, tandis que le pirate, c'est un hors-la-loi. Alors, on a très vite ces images d'un pirate violent, un peu sanguinaire, etc. Et en fait, on a voulu nous coller cette image-là pour nous enlever toute justification, toute identité et quand même renier notre côté un peu noble. Parce que le corsaire, il est au service de son pays. On parle d'un militaire, on parle d'une marine algérienne, donc ça c'est très important. Le corsaire, il doit respecter des codes bien précis. Donc non seulement la structure au sein de son équipe, de son équipage, mais on parle de la taïfa des rias, donc on a un amiral, on a des officiers, et surtout ils doivent appliquer les... Tout est codifié, tout est structuré, il y a une hiérarchie, il y a des codes, des rituels. Voilà. Vous parlez par exemple les navires des corsaires, quand ils reviennent vers le port d'Alger, ils saluent par coup de canon au passage la mosquée de Sidi Abdelrahman. Donc on voit il y a aussi un fond aussi sacré, on respecte on respecte le sacré, il y a une dose de spiritualité aussi, on est missionné. Oui, parce qu'il y a plein de traditions qui vont venir avec, c'est toute une culture. Mais je voulais juste aussi mentionner, ils doivent appliquer les directives du Dey. Si le Dey dit on va aller en guerre contre tel pays ou on doit soutenir tel État, ils sont donc obligés de respecter ça.
Alors, on entend souvent dire que les corsaires aussi s'adonnaient à l'esclavage. Tout à l'heure, vous avez mis le point sur peut-être discours qui était orienté, essentialiste, voire un peu raciste, des préjugés qu'on avait à l'endroit des corsaires. Et on entend trop souvent qu'ils s'adonnaient comme ça, de manière, oui, sans principe, au commerce de l'esclavage. Exactement, ça a été un élément de notre histoire qui a été très très mal représenté, très mal expliqué. Donc on est un peu dans cette image du corsaire qui est violent, qui est sans âme. D'ailleurs, il y a des peintures, on les trouve en train de massacrer des gens et de les prendre en esclavage, alors que la réalité, on est souvent dans un système de prise d'otages. Donc eux, ils étaient un peu dans cette perspective-là, parce qu'il y avait un système de rançon. Donc les personnes qui étaient prises sur les bateaux ou dans les villes qui étaient attaquées étaient ramenées à Alger. Et puis on avait alors soit des diplomates étrangers, soit des missions religieuses qui venaient payer ces rançons-là et donc pouvoir les libérer. Effectivement, il faut quand même se pencher sur l'histoire aussi de l'Empire ottoman pour comprendre ce système, parce qu'on n'est pas du tout dans la même idée qu'il y avait par exemple en Europe de l'esclavage, avec tout ce qui s'est passé, et le système ottoman était différent. Donc c'est semblable sur ce point-là. Alors, il y a aussi un distinguo à faire entre captif et esclave. Alors, il y a un moment donné dans le livre, vous dites, enfin, c'est un dialogue entre Chelebi et un autre personnage. Alors, peu importe le danger ou la gravité de la situation dans laquelle vous vous trouvez, avait dit un jour Chelebi, après qu'un homme eût été tué par erreur au cours d'un raid. Ne les tuez pas et ne coulez pas leur bateau. Il pointa un doigt menaçant vers l'équipage. Ce sont des prisonniers, pas des criminels. Si j'apprends que vous avez tué l'un d'entre eux ou endommagé leur navire, je vous trancherai la gorge. Effectivement, parce qu'ils avaient des intérêts économiques. Donc tuer une personne, en plus d'être un crime, c'était aussi considéré comme une perte. De même pour le bateau. Donc quand il y avait ces prises-là, les bateaux étaient ramenés donc, au port et c'était un moment de célébration et donc une victoire. Alors, on va évoquer maintenant les personnages du livre. On a parlé de Chelebi, on peut parler de Ali, Meriem, Rodrigo, un Espagnol qui s'est aussi converti à l'islam. Il y a aussi un personnage de fond, comme ça, hein, la trame de fond, Alger la Maharoussa, Alger au pluriel. Quand on lit votre livre, on découvre une capitale qui est diverse, qui est une ville-monde, même les corsaires, donc certains Européens, vous avez parlé de Suleyman, on peut parler de Rodrigo, qui sont adoptés par cet Alger, ils se découvrent adoptés, ils se convertissent à l'islam, et ils font partie de l'histoire d'Alger. C'est une histoire méconnue de ces Européens ou de ces étrangers qui sont convertis à l'islam et qui ont contribué à la splendeur de Alger Mahrousa. Exactement, moi j'aime bien comparer Alger de l'époque à Eldorado parce que c'était vraiment une ville de liberté, une ville d'opportunité. On parle de la ville mais aussi de notre pays en général. C'était vraiment, on va dire entre guillemets, une terre promise. Donc il y avait des personnes qui fuyaient la persécution dans certains États. Il y avait des personnes qui étaient en quête de pouvoir s'enrichir mais qui en trouvaient beaucoup, beaucoup plus. Il faut quand même parler de la richesse culturelle mais aussi de la puissance politique de notre pays à l'époque. Donc pour moi, représenter Alger, c'était important pour lui rendre hommage, représenter un peu cette gloire et représenter ce pays qui a toujours connu une histoire glorieuse. Ouais. Alors, on l'a dit, hein, c'est un roman imagé avec cet urbanisme que nous fait vivre et revivre cette ville chargée d'histoire qui est Alger. De loin, Alger se dressait tel un écrin niché sur une colline. Le Peñón et les murailles massives qui entouraient la ville protégeaient la capitale de toute tentative d'invasion. Alger était quasiment imprenable. Cette porte l'encerclait. Bab Dira, la plus imposante, était la porte de l'île, seuil de la terre aux mouettes. Bab al-Bahar, la porte de la mer et du soleil levant. Et enfin, Bab al-Kasbah, donnant accès à la Kasbah, toute orientée vers la mer. Bab Jdid, appelé aussi porte-bonheur, au sud-ouest, conduisant à la citadelle, au palais du Dey et à la poudrière et au quartier militaire. Bab al-Qattar, celle qui veillait sur les âmes et les gisants. Et enfin, Bab al-Wad, surnommée la porte de la mort, qui était gardée par des janissaires et des soldats. Effectivement, en fait, quand on se replonge un peu dans tout ça, on a déjà envie de visualiser Alger avant la colonisation, parce que malheureusement, il y a eu beaucoup de monuments qui ont été détruits,
La ville a été un peu changée, Dieu merci, ça n'a pas été total, on voit toujours des monuments somptueux. Et puis moi, l'histoire des portes, pardon, j'ai trouvé ça magnifique parce qu'il y a un côté légende, il y a un côté mystérieux, et il y a beaucoup de légendes justement autour d'Alger, donc ça c'est fascinant, ça fait partie de notre patrimoine. Et beaucoup de choses restent encore à être découvertes. Exactement, je pense que tous les jours on est en train de découvrir des choses. Alors on parle de tradition orale, ça c'est important, donc la tradition orale est en train de nous indiquer où chercher un peu plus. Alors, revenons sur cette figure de Raïs Hamidou. Finalement, on connaît très peu de choses de lui. On sait qu'il a été, bon, on sait à peu près où il est né. On connaît un peu son aspect physique. Alors, vous nous racontez un fait d'armes, une tactique. Il s'est fait passer pour un Anglais pour subtiliser une frégate portugaise. Effectivement, je pense que les gens ils ont tendance à penser qu'une stratégie militaire efficace c'est celle où il y a le plus de, on va De dire, de violence. dommages et de violence, alors que non, la meilleure stratégie c'est un maximum, par exemple, en peu de temps de réaliser quelque chose et de minimiser les dommages. Donc c'est ce qu'il a fait, il a utilisé la ruse et qui est une technique qui est assez connue. Donc lui, il a baissé le drapeau de la Régence, il a mis le drapeau donc d'Angleterre et il s'est fait passer pour un capitaine anglais, ce qui a dupé le capitaine portugais. Alors, la prouesse dans tout ça, c'est que le bateau portugais est un bateau militaire. Donc, c'est extrêmement difficile de faire une prise d'un bateau militaire, parce qu'ils ont des canons, ils ont des gens armés. Et lui, il a réussi à les duper avec un bateau beaucoup plus petit et surtout à faire un minimum de dommages. Et Et ça, c'est vrai. Enfin, est-ce que cette séquence est vérifiée? Elle est oui, vraie, elle est authentique. oui, elle est authentique. Donc, D'accord. c'était en 1804. 1804, précisément. Alors, la régence d'Alger prospère par la prise des pirates, qu'est-ce que je dis, des corsaires, pardon, des corsaires. Alors, le butin, une partie du butin allait au trésor d'Alger. Effectivement, donc il y avait cet accord que tout ce qui était pris dans les bateaux, parfois on a des cargaisons d'huile, de riz ou d'or, etc. Donc cet argent-là était divisé avec l'État, donc ça allait dans les caisses de l'État. Puis les corsaires prenaient l'autre tiers, enfin ce qui restait pour eux-mêmes. Voilà, donc qui dit trésor d'Alger dit aussi ça bénéficiait à toute la cité, donc de la capitale. Dites-moi, est-ce que vous avez découvert des choses que vous ignoriez par rapport à Alger ou par rapport toute cette époque? Parce que vous m'avez dit que vous aviez travaillé durant 5 ans pour essayer de nous faire revivre cette époque et cet environnement. Alors effectivement, moi c'était une recherche personnelle de base, donc j'étais consciente que mes connaissances étaient très limitées, donc je voulais m'éduquer, m'informer un peu plus. Et puis justement, on tombe sur des éléments qui sont quand même marquants. Premièrement, les victoires militaires de l'Algérie. Je pense que, en tout cas, moi qui ai vécu à l'étranger, malheureusement, on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez de cette puissance militaire qu'on avait et le fait qu'on se faisait respecter à ce point-là. Je pense que la guerre hispano-algérienne a été particulièrement intéressante puisque finalement, on a la première tentative de Charles Quint qui s'est très mal fini donc, pour les Pour lui, Espagnols et en donc il s'est même exilé. 1541. Voilà, et donc il s'est exilé alors qu'on l'appelait l'empereur des deux mondes. Et c'est quand même impressionnant. On parle aussi donc la guerre hispano-algérienne, la deuxième, 75-85, qui s'est aussi marquée par une victoire de l'Algérie. D'ailleurs, après ça, apparemment, donc c'était connu que l'armée espagnole était très forte et tout. Et puis après leur défaite, les Algériens se moquaient. Ils disaient oh c'est une flotte espagnole. Bon, c'était dérisoire. Alors, derrière tout grand homme, il y a une femme. En fait, on devrait dire, derrière tout grand homme, chemine à côté une femme. On va parler maintenant de la figure de Mariam, qui a été l'amie de Raïs Hamidou, enfin, qui n'était pas encore Raïs Hamidou, mais en tout cas, qui a nourri une forte amitié, qui était sa voisine, mais qui finira par devenir sa compagne, pardon. C'est une figure aussi importante et d'une certaine manière, vous rendez hommage à toutes ces femmes qui ont aussi contribué à l'histoire d'Alger, ces femmes qu'on ne connaît pas. Peut-être les historiens n'ont pas rendu assez hommage à ces femmes. Est-ce que c'est de cela qu'il s'agit quand vous concentrez sur cette Mariam, qui est une figure à la fois forte, libre, intelligente, qui respecte aussi un cadre traditionnel? C'est tout à la fois, en fait. Finalement, c'est la femme algérienne. Effectivement, parce qu'on dit que la femme algérienne, c'est la gardienne des traditions, c'est un pilier de notre société. Il faut quand même dire, elle les protège, elle respecte un peu toutes ses valeurs, mais elle est là pour sa famille, elle est là pour son entourage et pour la société en général, donc elle joue un rôle majeur. Et Elle puis, canalise aussi parfois
le côté fougueux des hommes, le côté un peu irrationnel, le côté même parfois immature. On le voit très bien Oui, dans parce votre ouvrage. que je voulais que ça soit un personnage très humain, donc des sentiments tout à fait normaux, et qu'on se retrouve un peu aussi bien dans le personnage de Raïs Hamidou, mais aussi de Myriam, et puis de voir qu'il y a un développement du personnage, le personnage change, le personnage apprend, le personnage mûrit, donc c'est un peu un voyage, on grandit avec eux. Évolution. Elle a vraiment existé, cette Malim, c'est ça, on est d'accord. Effectivement, elle s'appelle Melim Bint Sfinja. Donc c'est une famille qui est connue puisque c'était aussi une famille de musiciens. Donc oui, j'ai changé un petit peu ça dans le roman, mais c'est juste pour donner un peu plus d'intrigue, on va dire. Alors, cela paraît un truisme que de le dire, mais l'Algérie existait avant 1830. Vous le prouvez merveilleusement bien dans votre ouvrage. Il n'y a qu'à se reporter également au livre de Kadash, Mahfoud L'Algérie des Kadash. Algériens, oui. Oui, Mahfoud Kadash, Rachid Zaatar, aussi Mohamed Belhi qui nous parle de cette Algérie des siècles avant 1830. Mais finalement, ce Raïs Hamidou est profondément algérien, voire c'est un héros algérien, puisque vous dites, page 7, j'ai trouvé ça très beau, enfin j'ai trouvé ça très beau parce qu'il y avait un point commun entre Raïs Hamidou et beaucoup de figures héroïques de l'Algérie. Vous dites, alors, des milliers de personnes ont laissé leur empreinte dans l'histoire, certains ont entaché leur nom d'infamie, mais d'autres y ont gravé la leur en lettres d'or. Les héros marquent les mémoires et les cœurs, non seulement par leur exploit, mais aussi parce qu'ils font partie des rares personnes capables d'assumer les sacrifices et le fardeau que leur réserve le destin. Alors on pense à Raïs Hamidou, mais on pense à Ben Mehdi, on pense à Ben Ramdan, on pense à tellement de héros qui ont fait que l'Algérie est Algérie, quoi. Effectivement, parce que le propre de l'Algérien, c'est d'être téméraire, c'est d'être courageux et surtout de se battre pour son pays et la mort ne lui fait pas peur. Donc, alhamdoulilah, notre histoire, elle est glorieuse et on a beaucoup, beaucoup de personnages comme ça, vous l'avez très bien dit. Et je pense qu'on a tous un Raïs Hamidou, un Ben Mehdi au fond de nous, en nous, donc, comme des Jamila Boupécha, etc. Donc, beaucoup de fierté, aussi bien pour notre identité, aussi bien pour notre vie de tous les jours. C'est quelque chose que non seulement on doit revendiquer, mais aussi perpétrer, continuer plutôt. Et se rapproprier aussi. Alors je crois que vous organisez un événement au Bastion 23 cette semaine, vous voulez en parler? Effectivement. Autour de cet ouvrage, je rappelle, Raïs Hamidou, Chevalier des Mers, avec l'auteur qui est ici présente, Selma Chergui. Merci, effectivement. Alors le lundi 21 avril, Inch'Allah, on aura un événement au Bastion 23 et ça aura lieu à 14 heures. Donc ça sera une rencontre, une discussion donc autour du roman, autour de l'histoire et tout ce qui est écriture. Et il faut souligner que donc, le roman est disponible en français, mais il va être disponible en anglais. Donc l'événement sera bilingue, donc pour les personnes qui sont intéressées de s'exprimer en anglais, français ou même trilingue d'ailleurs en arabe, ça serait un plaisir. Est-ce que, on a envie de vous dire, quel retour vous avez de votre ouvrage? Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qui interpelle le public algérien? Parce que je crois que vous avez eu plusieurs rencontres autour de cet ouvrage. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors on remarque très très vite et on me le dit très vite, ça se voit que vous aimez votre pays, effectivement. J'ai essayé de montrer ça dans mon roman, mais aussi de partager ça avec mes lecteurs. Parce que c'est une expérience en fait, cette lecture, cette écriture que je partage avec tout mon peuple. De dire on aime tous notre pays, on partage tous ce patrimoine. Et autre chose qui va peut-être les surprendre est de se dire on ne savait pas qu'on avait un patrimoine aussi riche. Il faut se dire que ce roman, c'est vraiment une tentative humble que j'ai fait pour essayer de rendre hommage à cette figure. Il y a beaucoup plus de choses à dire, il y a beaucoup plus de choses à chercher. Donc encore une fois, c'est une invitation aux Algériens, aux Algériennes de se replonger dans notre histoire et de mieux comprendre ce qui s'est passé. Alors, on va pas spoiler le livre, on va pas raconter la fin, mais on sait, enfin les historiens savent, pour la plupart, en tout cas les férus d'histoire savent, que l'Algérie de l'époque, enfin la marine algérienne, a eu du mal à partir avec les Américains. Et Raïs Hamidou a joué aussi un rôle par rapport à ce choc entre la marine américaine et la marine algérienne. D'ailleurs, effectivement, si ce n'était pas les combats qu'on avait eus, la marine américaine ne serait pas née. C'est grâce à l'Algérie et ce qui s'est passé en mer que les Américains ont décidé d'avoir une Navy et de réellement faire face à ce qui se passait à l'époque. Il faut quand même souligner aussi par rapport aux États-Unis, l'Algérie avait de bonnes relations avec les Britanniques. Donc dès que les États-Unis ont pris leur indépendance en 1976, c'est connu, le consul britannique est venu voir le Dey, il lui dit « Ils ne sont plus sous notre protection,
vous pouvez les attaquer. Donc c'est un peu une invitation, on essaye de pousser ça. Donc un peu toutes ces trames un peu politiques qui se passent, même avec les diplomates, etc., on n'en parle pas aussi. Vous m'avez posé la question de ce qui m'a étonnée, c'était un peu ça. Ces intrigues-là sont très intéressantes et ça nous permet un peu de aussi mieux comprendre ce qui s'est passé. Mieux comprendre ce qui s'est passé. Alors c'est vrai que vous convoquez beaucoup d'aspects, il y a un peu d'histoire, il y a un peu de géopolitique, il y a aussi un peu d'Algérie actuelle et contemporaine. Vous parlez finalement d'une Algérie à la fois plurielle, mais surtout qui a un noyau dur qui continue dans le temps, malgré la colonisation, malgré le ressac de l'histoire, malgré les turpitudes de certaines figures politiques. Mais l'Algérie continue et elle a un lien, c'est un trait d'union entre le passé, le présent et le futur. On le voit très bien dans votre ouvrage. Effectivement, c'est aussi de dire que quoi qu'il arrive, l'Algérie vivra, que ses enfants vont toujours la défendre ses intérêts et qu'on est vraiment dans la continuité. Nous avons connu des moments difficiles à travers le temps, mais on a toujours su faire face. Et donc un peu, c'est justement le dernier chapitre, c'est pour donner de l'espoir et de dire quoi qu'il arrive, on tiendra. Quoi qu'il arrive, on tiendra. Signé Selma Chergui, auteur ou autrice du Raïs Hamidou, Chevalier des Mers. Merci d'avoir été des nôtres. On vous retrouve bientôt, enfin je crois au Bastion 23 cette semaine. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'Échiquier International se conclura sur ces mots. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la suite des programmes sur Al 24 News. Et bonne soirée.